Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un autre webinaire du Réseau 1 Québec. Mon nom, c'est Mathieu Menil. Je suis le co-responsable de la fonction renforcement des capacités de Réseau 1 Québec. Au nom du Réseau 1, je vous souhaite le bienvenue à ce dernier webinaire avant la pause d'été. S'il commence à faire très beau dehors, on a hâte de sortir de nos bureaux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Ginny Haggerty, qui est la directrice adjointe du Réseau 1, pour une présentation sur l'amélioration de la qualité, puis ses expériences dans ce domaine-là. Bienvenue. Puis, bienvenue, Ginny. Merci, Mathieu. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Une belle journée comme ça. Excellent. Absolument. Ginny, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus pour les gens, les peu de gens qui ne vous connaissent pas? Merci, Mathieu, avec plaisir. En fait, je suis actuellement la directrice adjointe de Réseau 1. Je suis aussi chercheur à l'Université McGill et la directrice de le réseau de recherche Accès en pratique, notre appel à McGill. Ça va? Super. Oui, et puis vous avez travaillé longtemps dans le domaine de l'amélioration de la qualité. Mais plutôt en recherche en services de santé, mais oui. J'aimerais partager ce que j'avais appris sur l'amélioration de la qualité. Excellent. Là, vous avez débuté votre présentation bientôt, mais juste avant de commencer, quelques procédures pour les questions. Là, vous pouvez poser vos questions de deux manières. Si vous voulez poser vos questions oralement à Ginny, vous pouvez le faire à la fin de la présentation en cliquant sur l'icône « Levez votre main ». Là, il est signalé sur l'écran. Comme ça, on vous donnera la parole pour poser votre question oralement à Ginny. Puis ça, c'est toujours le fun parce que ça fait vraiment des échanges plus dynamiques. Puis sinon, tout le long de la présentation, vous pouvez aussi écrire votre question dans la boîte de questions. Puis à la fin, je vais pouvoir lire certaines questions à Ginny, puis aussi, si jamais on n'a pas le temps, les transmettre à Ginny par courriel. Comme ça, vous allez avoir la chance d'avoir votre question répondue. Je vous encourage aussi de garder votre microphone fermé, votre micro fermé, comme ça, on va s'assurer d'une bonne qualité d'enregistrement. Là, je pense qu'on est prêt déjà pour la présentation. Je vais demander à Sabrina de faire le transfert de l'écran à l'écran de Ginny. Merci encore une fois, Ginny, d'être avec nous. Puis, bonne présentation. Merci. Et merci, Mathieu. Comme j'avais dit, je vais juste partager avec vous ce que j'avais appris comme chercheur de recherche, chercheur de services de la santé sur l'amélioration de la qualité. Donc, voici ma présentation. Je vais mettre l'accent sur la différence entre la recherche et l'amélioration de la qualité et proposer que la recherche-action peut faire un pont entre la recherche et l'amélioration de la qualité. Si j'ai le temps, je partagerai avec vous une expérience que j'ai eue. Et puis, je vais parler à la toute fin sur les implications pour Réseau 1. En fait, voici mes trois messages principaux que j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est que la recherche en services de santé et l'amélioration de la qualité partagent une même conviction que les soins de qualité dans les services de santé contribuent à la santé du patient et dans l'ensemble du système à la santé de la population. Donc, ça, c'est partagé. Mais qu'il y a quand même une grande différence entre la recherche et l'amélioration de la qualité quant à la définition de problèmes, les méthodes et les processus utilisés, les buts ultimes et un peu l'échelle d'application. Je vais mettre surtout l'accès sur l'amélioration de qualité. Je prends un peu par acquis qu'il y a une forte connaissance dans la communauté sur la recherche, mais j'espère que ce serait la vérité. Et puis, après, je vais juste faire le message que la recherche-action peut rapprocher la recherche sur les services de santé et l'amélioration de qualité, et surtout avec une pertinence pour nos réseaux de recherche-accès en pratique de première ligne. Donc, juste pour commencer, je n'ai pas un conflit d'intérêt à déclarer, mais par contre, j'ai une petite confession. Et en fait, moi, en tant que chercheur
en service de santé, honnêtement, je pensais que je faisais l'amélioration à la qualité. Et donc, et aujourd'hui, je vais passer par un peu, vous partager mon processus d'apprentissage à me rendre consciente qu'en fait, je ne faisais pas ou je ne connaissais pas trop qu'est-ce que c'était l'amélioration à la qualité. On parle de différents stades de compétences lorsqu'on parle dans le processus de formation des professionnels, par exemple, qu'au début, les gens vont passer d'un stade d'incompétence inconsciente, ils ne sont pas conscients qu'ils sont incompétents, et puis par la formation, ils vont passer à un stade de incompétence, pardon, mais ils sont conscients qu'ils sont incompétents. Et puis après, ils doivent passer à une étape de compétence, mais ils sont toujours conscients qu'ils doivent faire des efforts pour la compétence, finalement arriver à un point de maîtrise du sujet dans lequel ils sont inconscients qu'ils sont compétents. Donc, avant de commencer, moi, j'aimerais juste faire une question, vous poser une question. Et la question, c'est, en fait, vous, à quel stade êtes-vous par rapport à l'amélioration de la qualité? Donc, je lance un sondage et je vous invite à répondre. Et puis, je donne quelques instants pour répondre. Merci. Je vais continuer. Allons-y. Vous êtes à quel stade? Je donne 10 secondes de plus. La plupart des gens ont voté et il semble qu'on est stable maintenant. Donc, je vais... Oups, il y a certaines personnes qui répondent encore. Parfait. Donc, voici, je vais partager avec vous les résultats. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je ne le vois pas, mais en fait, ce que je vois, c'est que il y a certaines personnes qui sont vraiment des débutantes, 56% qui sont dans le stade d'incompétence consciente. On a aussi quand même des experts et on a quelques experts qui maîtrisent beaucoup l'amélioration à la qualité. Je vais revenir après avec les objectifs que j'espère que cette présentation serait pertinente quand même pour tous les stades. Mais juste avant d'aller plus loin, j'aimerais passer à l'autre sondage. Je vais juste lancer. J'aimerais juste savoir un peu de qui vous êtes. Oups, pardon, je vais juste lancer une autre et je le lance. Donc, j'aimerais juste savoir pour vous, comment est-ce que vous considérez le principal? Donc, je vous laisse encore nous informer. Pour le moment, on a beaucoup de chercheurs et praticiens. Je suis ravie de voir qu'on a beaucoup de praticiens. Excellent. Beaucoup d'étudiants. Super. Excellent. Donc, oui, on a une belle représentation aujourd'hui de notre membership du réseau 1. Et puis, je vais juste partager avec vous les résultats. Donc, on a 21% des gens qui sont des chercheurs, beaucoup de praticiens, la plupart des gestionnaires. On a 1 ou 2 patients, c'est formidable, et des étudiants. Excellent. Donc, je vais continuer. J'espère que ma présentation aurait quelque chose pour tout le monde. Pour les personnes débutantes en amélioration à la qualité, vous auriez comme un aperçu de l'approche et des méthodes de l'amélioration à la qualité et ça va être contrasté beaucoup avec la recherche. Pour vous autres qui sont déjà des experts en amélioration à la qualité, je pense que j'espère que ça pourrait être utile pour vous connaître la perspective d'un chercheur et voir peut-être quels pourraient être des messages à passer pour engager un chercheur. Et puis, pour tous les membres et surtout les gens qui sont ici de nos rappels, j'espère que tout ça va nous donner des pistes de réflexion pour faire des collaborations fructueuses entre la recherche et l'amélioration en qualité. On est vraiment dans un stade où ça devient très pertinent pour notre réseau. OK. Donc, moi, je suis épidémiologiste de formation. Donc, voici une définition qui vient de cette perspective comme épidémiologiste, c'est-à-dire que
la prestation des soins de santé devienne des fois une variable indépendante ou le prédicteur sur un élément qui peut influer, avoir un impact sur la santé des individus et des populations, ou bien que ça peut être aussi la variable dépendance, sont quoi les facteurs qui vont changer ou qui vont faire qu'on est capable de donner des services de qualité ou de mauvaise qualité. Il y a d'autres perspectives, bien sûr, c'est un domaine très, très interdisciplinaire, mais ce que tout le monde partage, c'est l'objet de recherche, ce sont des services de santé ou le système de santé. Dans la recherche, vous êtes très, très au courant de la hiérarchie de données probantes. Donc, on a des devis d'études qu'on considère plus informatives que d'autres. Et puis, l'essai randomisé, contrôlé est comme le top. Et on essaie toujours de chercher l'information de le plus haut niveau possible pour créer des données probantes pour changer le système de santé. OK. Mais l'amélioration à la qualité, même si voici une définition que l'amélioration de la qualité est une approche systématique à l'analyse de la performance et de la pratique et aux actions continues qui mènent à une amélioration de la performance mesurable dans la production de services. C'est différent que la recherche parce que c'est vraiment ancré dans l'industrie et le génie industriel et beaucoup basé sur les statistiques de contrôle de processus. Donc, ça vient vraiment d'un autre domaine complètement. Et en fait, ça porte à confusion parce que des fois, on a des mots qui sont semblables entre ces deux domaines, mais utilisés de façon très, très différente. Et d'autres fois, on a des choses sur lesquelles on a beaucoup de semblances, mais qu'on utilise des mots et des termes complètement différents. Donc, mais ce qu'on a comme des choses communes, c'est la conviction que les soins de qualité contribuent à maintenir ou rétablir la santé d'une patiente et que tout ça répandu dans un système va avoir un impact sur la santé de la population. OK. Donc, on partage une conviction sur la qualité et en fait, notre définition de la qualité entre la recherche et l'amélioration de la qualité est très semblable. On va mettre l'accent autant sur la qualité technique comme sur la qualité humaine des services. Donc, une préoccupation très partagée. Une phrase qu'on entend beaucoup dans l'amélioration à la qualité, qui personnellement m'avait donné l'impression que je faisais l'amélioration à la qualité, c'est qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Et moi, dans ma carrière, j'ai mis beaucoup d'emphase sur la mesure, surtout de l'expérience du patient. C'est pour ça pourquoi je pensais que je faisais l'amélioration à la qualité. Peut-être une autre raison, honnêtement, je dois juste dire que pour lequel je pensais que je faisais l'amélioration à la qualité, c'était que dans la recherche de services de santé, je pense qu'il y avait une certaine appropriation de la phrase amélioration à la qualité par les chercheurs parce que le mot recherche était perçu comme un mot qui n'était pas très bien perçu par les cliniciens avec qui nous, on voulait faire des liens de collaboration. Donc, c'est un peu une petite mensonge qu'on disait en disant que non, ce n'est pas la recherche, c'est plutôt l'amélioration de la qualité qu'on fait. Mais on utilisait ce mot-là pour un peu couvrir le fait qu'on faisait de la recherche. Et en fait, même moi, je disais, le cycle PDSA, excuse-moi, je l'utilise le mot en français parce que c'est plus connu. Donc, PDSA, c'est le cycle planifier, faire, étudier, agir, Plan, Do, Study, Act. Oui, moi, je pensais que je le faisais, effectivement. Par exemple, pour le planifier, je rédigeais un protocole de recherche et puis j'attendais, j'obtenais le financement. Après, pour faire, j'ai exécuté l'étude qui était financée. Yay! Et puis, après de faire toute la collecte de données et tout ça, je faisais mon analyse, mes interprétations de données. Et puis, pour la partie agir, en fait, je diffusais des résultats, la transmission des connaissances et je m'attendais que quelqu'un d'autre, les utilisateurs des connaissances, pourrait appliquer les connaissances. C'était ma perception de le cycle PDSA.
Mais j'ai peu à peu commencé à découvrir que, en fait, il y avait des choses qui me choquaient de l'amélioration de la qualité. Et puis, je suis attendue un peu l'incompétence consciente, il y avait des choses que je savais. Par exemple, ils ont parlé de running chart, de control chart. Je ne sais pas si c'est le bon mot en français, je m'excuse, qui était comme l'outil principal et les statistiques principales de l'amélioration de la qualité. Moi, je voyais une control chart, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Je n'utilise pas ça. Ça semble être une time series, mais je ne savais pas c'était quoi. Donc, ça c'était un endroit où j'ai commencé à questionner. L'autre chose, c'est que l'analyse de la cause racine en utilisant un diagramme d'arête de poisson, le fishbone diagram, mais je ne savais pas que c'était quoi un fishbone diagram. OK, donc je dois m'informer. Et les gens parlaient de faire un cycle PDSA avec 5 patients. Donc, ça accordait vraiment pas avec ma compréhension de ce que je faisais pour le cycle PDSA. Je vais revenir après. Mais tout ça, ça m'a amené à me rendre consciente qu'en fait, il y avait des choses que je ne savais pas. Donc, j'ai commencé une démarche d'apprendre sur l'amélioration de la qualité avec l'esprit d'une débutante. J'aime beaucoup cette notion d'avoir un esprit de débutante lorsqu'on commence à apprendre des choses. Et puis, j'aime cette phrase, quand on remarque qu'on détient des idées fixes et préconçues, il devient possible de les laisser aller et dire, bien, peut-être oui, peut-être non. Donc, ça nous laisse la possibilité de juger mieux de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on garde, ainsi de suite. Donc, je vais passer à ce que j'ai fait. Je vais juste partager avec vous les ressources les plus importantes pour moi. La première, c'était un livre qui m'a été recommandé et qui est très disponible, qui s'appelle The Improvement Guide. Et c'est un livre formidable, c'est un peu épais, mais je dirais que la moitié de bouquins, ce sont des annexes avec des outils très, très, très aidants, super intéressants. L'autre source qui m'a beaucoup aidée, c'est l'information qui est disponible sur le site web de l'Institute for Healthcare Improvement. Ils ont toute une section d'éducation sur l'amélioration de la qualité. Ils ont plusieurs niveaux. Ils ont beaucoup de webinaires et petits cours qui sont destinés au grand public. On peut s'inscrire aussi dans leur open school, leur école ouverte sur l'amélioration de la qualité. Et on peut aussi s'inscrire pour avoir un certificat sur une période de temps. Donc, je le recommande hautement. Désolée, je n'ai pas des ressources à recommander en français. J'espère que quelqu'un dans l'audience les aurait. OK. Donc, la première chose que j'aimerais juste dire, c'est que l'assurance de la qualité et l'amélioration de la qualité ne sont pas la même chose. En fait, l'assurance de la qualité, les activités de qualité de l'acte, par exemple, qu'on fait beaucoup dans nos résidences de médecine familiale, peut être un début du processus d'amélioration de la qualité. Mais dans la plupart des cas que moi j'ai vus, on fait beaucoup d'activités d'assurance de la qualité sans jamais les faire suivre par une démarche d'amélioration de la qualité. Donc, juste pour passer à la prochaine, j'aimerais juste vous poser une question. Excuse, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas si ça marche avec mes pauses. Je vais lancer une autre question. Pour vous, selon ce que vous comprenez jusqu'à maintenant, quelles seront les différences entre la recherche et l'amélioration à la qualité? Donc, vous pouvez baser... Je vous laisse... répondre à la question. C'est un peu tricky, c'est difficile.
Super. Que je vais fermer et partager avec vous. En fait, la seule chose que je dirais, c'est un peu la définition de la qualité de soins. C'est la seule chose qui est un peu semblable entre la recherche et l'amélioration de la qualité. Tous les autres ont des différences. Donc, il n'y avait pas vraiment des mauvaises réponses, mais c'était intéressant. Tout le monde a plutôt identifié la conception de cycle PDSA comme la grande différence. OK, donc on va poursuivre. Maintenant, j'aimerais passer à l'autre étape, juste pour faire la différence entre la recherche sur les services de santé et l'amélioration de la qualité en tant que définition de problème, des théories, des méthodes et des buts ultimes. Donc, on va commencer en premier à chaque fois avec une description brève de la recherche en services de santé. Donc, lorsqu'on fait la définition du problème, comme chercheur, je vais établir l'importance du problème, dans mon cas, avec le fardeau de la maladie en général. Pour la problématique, je vais aller à la littérature pour trouver qu'est-ce qui manque dans les connaissances actuelles dans le domaine. Et je fais ça par le biais d'une synthèse de la littérature. Je peux aussi chercher un modèle théorique pour informer ces connaissances ou sur quel angle moi je vais prendre la question, avec le but de produire une question de recherche, un objectif dans le format classique de PICOT, c'est-à-dire c'est quoi la population, c'est quoi l'intervention ou le sujet de l'étude, qu'est-ce qu'on va comparer, avec quels résultats et dans quel temps. Donc, et puis, en général, après d'écrire mon protocole, ça, je vais obtenir le financement. Il y a une pause. Dans l'amélioration de la qualité, en fait, l'importance est toujours locale. Ça commence avec une indication quelque part qu'on avait un problème. Ça peut être des incidents critiques, ça peut être des plaintes qui arrivent des patients, ça peut être des données, ça peut être aussi l'assurance de qualité. Mais quelque part, on commence avec un problème et en général, très tôt dans le processus, un cible qu'on aimerait atteindre dans ce problème. On va passer directement dans le local, de trouver, obtenir l'accord organisationnel ou des joueurs les plus importants, les acteurs, sur une approche ou le fait qu'on va entreprendre une démarche. Après, on passe à une analyse des processus et à la cause racine, en utilisant le diagramme poisson, pour arriver à une certaine théorie. C'est quoi, pourquoi est-ce qu'on a ce problème? Et le but, le produit qu'on cherche à la fin de la définition du problème, c'est d'avoir un plan d'action. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais passer à certains outils qui sont utilisés. Donc, et dans l'ordre dans lequel ils sont utilisés, un outil très, très important dans l'amélioration de la qualité, c'est la cartographie des processus, le process mapping ou le value stream mapping. Donc, c'est juste vraiment des conventions pour décrire le processus de quelque chose. Donc, on peut, par le cercle, on va passer le début et la fin. Et puis, on va passer certains états. Il y a des points de décision et des différents cheminements selon la réponse qu'on peut prendre. On peut ajouter à ce processus-là, par exemple, les temps d'attente ou est-ce qu'on utilise bien nos ressources à chaque fois, mais c'est vraiment, des fois, la première chose qu'on va faire pour voir où est-ce qu'on trouve le problème Et puis, c'est un outil qui est fort intéressant aussi pour la recherche, mais ça va aider de donner un aperçu du processus qu'on veut améliorer. Après, on peut passer à l'analyse des causes racines et un outil beaucoup utilisé, c'est le diagramme arête de poisson ou le diagramme Ishikawa, selon la personne qui l'avait créé. Et en fait, on met dans la partie de tête de poisson, c'est quoi le problème? Et puis, on va mettre dans le squelette différents types ou catégories de problématiques. En général, avant ce processus-là, on aura dû déjà faire comme une
une idée, avoir une idée de qu'est-ce que pourrait être le problème. Et en fait, ça sert surtout à faire les regroupements de catégories des causes possibles. Et on peut faire la différence. J'ai choisi ce diagramme parce que ça peut montrer qu'on peut avoir comme une cause et on peut avoir des éléments secondaires à cette cause-là. Donc, ça nous permet des fois à faire des diagrammes assez compliqués. Mais l'important, en fait, c'est que ça permet de faire des différentes catégories possibles. Et dans l'amélioration de la qualité, il y a plein de ressources de mémoire qui nous aident à savoir comment agir. Donc, ça peut être, par exemple, dans ce cas-ci, les catégories de raisons politiques, des procédures, le plan de physique, le produit utilisé ou les personnes. Une fois qu'on a fait cette analyse-là, on va développer une théorie. Donc, la théorie peut être une théorie moins que mid-range theory. C'est en fait, ça peut être une théorie très, très locale. Pourquoi est-ce que ces choses arrivent? Pourquoi est-ce que ces choses arrivent? Et une fois qu'on décide, c'est quoi la cause le plus sur lequel on pense que c'est probablement la cause de notre problème, ça devient une théorie qui va en fait diriger le reste des actions d'amélioration de la qualité. En termes de méthode, encore une fois, dans la recherche, on va commencer avec notre problématique, on va faire un design, un devis d'études, et selon la hiérarchie, on va essayer d'avoir une hiérarchie, dans la hiérarchie la plus haute pour le stade de connaissance dans le domaine. On planifie une collecte de données dans laquelle on a une grande préoccupation d'avoir des mesures fiables et valides ou des méthodes de collecte fiables et valides dans le cas, disons, d'une collecte qualitative. Le taille d'échantillon, si les résultats sont quantitatifs, c'est en général assez grand parce qu'on veut avoir une certaine capacité d'inférence. Et puis, dans le stade d'exécution, on va porter beaucoup d'attention sur la fidélité au protocole. C'est quoi qu'on veut changer et assurer que c'est implanté fidèlement. Et puis, la signification arrive plutôt à la fin de l'étude. Dans les améliorations de la qualité, en fait, la validité et la fiabilité proviennent de plusieurs tests de changement et de contrôle qui sont faits de façon régulière. Donc, c'est le cumul d'informations et de qualité de données qui est plus importante. Lorsqu'on fait la collecte de données, on va juste chercher l'information minimale qu'on peut faire pour déclencher un signal. Et ce qui est le plus valorisé aussi dans l'amélioration de la qualité, c'est de faire une collecte d'informations qui est déjà sur laquelle il y a déjà une collecte routinière ou on peut installer un processus de collecte qui est très léger dans le système. Par exemple, dans mon cas, quand j'ai fait les mesures de l'expérience du patient, j'ai eu toujours des échantillons de 300, 600, 3000 personnes sur lesquelles je voulais montrer leur expérience avec les services de santé. Des fois, dans l'amélioration de la qualité, on peut utiliser les mêmes outils, mais ça serait une collecte, disons, de 30 personnes faites à chaque semaine et on va suivre l'expérience de la personne. Typiquement, c'est dans une seule site, mais une fois qu'on a établi certains processus, on voit que ça marche, on peut étendre le changement et doucement augmenter le taille d'échantillon et inclure aussi d'autres sites. On teste la théorie. En premier, on va juste la théorie, c'est que ce changement va avoir cet effet. Au début, on va juste tester la faisabilité du changement. Et puis après, on va voir s'il y a un effet. S'il y a un effet, on va faire des efforts pour stabiliser le changement et après le étendre peut-être plus largement dans l'organisation ou à d'autres organisations. La signification, la recherche de la signification est toujours, mais c'est fait pendant le processus et à la fin, c'est
ce qu'on cherche, c'est juste atteindre le but de qualité et on n'atteint pas la fin parce que c'est de créer la culture au fur et à mesure du processus. L'outil le plus important pour le processus de la collecte ou pendant une période, c'est le graphique de suivi de contrôle, le running chart. Et en fait, ce sont ces mesures routinières dans lesquelles on voit dans l'axe horizontal les mesures dans le temps et dans l'axe vertical Y, on voit juste les mesures qu'on cherche. En général, après un certain nombre de mesures, en général un minimum de 12 mesures, on peut voir c'est quoi la moyenne. Et ça permet aussi d'établir c'est quoi la variation normale. Donc, c'est ça que vous voyez le contrôle, upper limit control and lower limit control. Parce qu'en amélioration de la qualité, ils ont une des logiques, c'est on réagit pas rapidement à la variation. On accepte qu'il y a une certaine variation normale dans les processus. Mais après, on peut mettre des éléments, par exemple, lorsque une initiative est implantée, et après, avec le suivi dans le temps, on peut voir qu'il y avait vraiment un changement dans la moyenne ou même la variation. Donc ça, je dirais que c'est l'outil le plus important à utiliser dans l'amélioration à la qualité. Pendant tout ce temps-là aussi, on va passer par des cycles de PDSA, Plan, Do, Study, Act. Et en français, je pense que la définition que je trouvais la plus juste, c'était de planifier, exécuter, étudier et agir. Et ça vient on peut le père de amélioration à la qualité, Edward Deming, et lui, il attribue toujours le PDSA Cycle Assured, donc je fais la même chose. Donc, pour planifier, on identifie un objectif, on formule une théorie, et on définit des indicateurs de réussite et on planifie des actions. Donc, je viens après. On met en œuvre le plan et puis on va juste arrêter après un certain temps pour analyser ce qu'on fait. Tout au long, on va monitorer et analyser les données. Et puis, à la fin, on va agir, on va prendre des décisions. Est-ce qu'on a juste le plan? Est-ce qu'on abandonne complètement parce que ça ne fonctionne vraiment pas? Ou est-ce que c'est tellement formidable qu'on est capable d'adopter le changement? Donc, après, on va faire un autre cycle. Donc, en fait, on fait par des séries de petits changements. Ici, c'est le planifier, faire, étudier, agir. Donc, excuse-moi, je n'ai pas les bons cycles dedans. Mais au début, on va juste, par exemple, tester notre théorie dans un groupe très, très restreint de personnes, en général, juste pour établir que le changement est faisable. Une fois que la faisabilité est établie, on va étendre l'étude, le cycle de planification dans un groupe un peu plus large pour voir est-ce qu'il y a vraiment un effet de ces changements. Et on peut agrandir le cycle jusqu'au moment qu'on voit effectivement ce changement marche et on est capable de le faire de façon routinière. Et c'est le moment d'établir ça comme une nouvelle façon de faire des choses. Et c'est le moment d'établir les changements. Et tout au long, dans ce processus, il y a le running chart, le graphique de série, qui va en arrière, qui va aussi suivre tout le processus. En termes d'objectifs et des buts ultimes, en général, pour la recherche en services de santé, les acteurs sont des universitaires et on cherche des produits qui vont amener à l'avancement des connaissances généralisées de sens abstrait. Notre produit préféré, c'est un article révisé par les pairs parce que ça compte pour notre carrière. Pour les activités de connaissances, de KT, transfert de connaissances ou application de connaissances, on a l'attente où on va faire des efforts pour que les utilisateurs des connaissances appliquent les connaissances. Et on s'attend à trouver c'est quoi la prochaine question de recherche et chercher le financement, ainsi de suite. Donc, les grands cycles de PDSA.
En amélioration de la qualité, les acteurs, ce sont des intervenants sur le vif. Ce sont vraiment des gens qui sont at the coalface, comme on dit en anglais. Et ça peut inclure les gens, tous les acteurs. Dans l'idéal, ce n'est pas juste, disons, les cliniciens qui vont faire l'amélioration de la qualité. Ils vont inclure aussi le personnel d'accueil, tous les intervenants de toute discipline. Ça peut aller aux gestionnaires, donc tout le monde va être inclus. Ce qu'ils cherchent comme produit, c'est vraiment des processus améliorés et des résultats de santé améliorés. Une chose qu'ils cherchent aussi, c'est juste le sentiment d'auto-efficacité et de créer cette culture de qualité. Donc, une fois qu'ils entament le processus d'amélioration, ils sont capables de le faire, ça donne le goût de le faire encore une fois. Ils cherchent aussi de l'étendre et de transposer peut-être leurs changements, mais pas par le biais des articles révisés par les pairs. Et leur question, c'est quoi le prochain projet qu'ils vont entamer. Donc, mon deuxième message, c'est que l'amélioration de la qualité diffère de la recherche en services de santé dans la définition du problème, des méthodes, processus, des objectifs et l'échelle d'application. Très, très important de comprendre que l'amélioration de la qualité est autant une culture comme une boîte à outils ou des méthodes à appliquer. En général, on a trouvé que l'amélioration de la qualité a pris du retard dans son application en soins de première ligne comparé à d'autres secteurs dans le système de santé comme les hôpitaux. C'est la même chose qu'on voit pour la sécurité de patients, que ça a pris un peu en retard en service de première ligne. Et ces deux approches, ce qu'ils ont en commun, c'est vraiment une approche organisationnelle à la qualité de soins. Ça ne reste pas seulement dans la compétence personnelle de chaque professionnel, mais ça reste beaucoup dans les processus organisationnels. Donc, je lance une autre question. Je vais juste sélectionner. Et puis, c'est juste pour vous, quelle différence entre la recherche et l'amélioration à la qualité vous a frappé le plus? Excellent, merci. Donc, je le partage avec vous. Vous avez vu que, en fait, je pense que le but ultime, OK, beaucoup, et puis le rythme et le processus d'exécution, oui, le timing est très long pour une recherche et très vite et très vif pour l'amélioration de la qualité. L'approche à la causalité, c'est une autre approche, et puis aussi le moment d'engager les utilisateurs des connaissances vraiment, vraiment au début et tout au long du processus, et même en recherche, lorsqu'on sait qu'on doit les intégrer au début, on a quand même un accent sur le transfert de connaissances à la fin du projet. Merci beaucoup. Donc, ce que moi j'avais prévu faire, c'est de parler un peu de l'écart entre l'amélioration à la qualité et la recherche. En fait, en amélioration à la qualité, vous avez vu qu'on va faire des cycles PDSA pour arriver à un certain niveau dans lequel on va, lorsque ça devient un changement dans le système, et après, on va stabiliser. En la recherche, comme je l'avais conçu avant, on a le grand cycle PDSA. Mais en fait, des fois, dans la clinique, une fois qu'ils sont arrivés à mieux comprendre comment le changement marche chez eux, même si c'est un changement innovateur, des fois, la clinique perd l'intérêt d'un projet, disons, plus grand pour mettre en place ce type de changement, parce qu'ils ont déjà atteint ce changement. Donc, moi, j'ai vu qu'il y a quand même une écart important entre la recherche et l'amélioration à la qualité. Et ce que
j'aimerais proposer, c'est qu'une approche de recherche qui s'appelle l'approche de recherche-action peut faire le pont entre ces deux mondes. Et je n'ai pas le temps mais peut-être que je vais juste expliquer un peu la recherche-action. En fait, ça ses racines dans les mouvements sociaux. Et puis, pour mobiliser toute une population en général pour résoudre le problème dans une communauté. Et ça a été pris pour la recherche dans d'autres domaines. Mais en général, ce qu'on va faire, on va observer qu'il y a un problème, on va réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire pour planifier quelque chose, on va agir, évaluer comment ça se fait, peut-être modifier le plan, le mettre en place, agir, planifier une modification, agir encore. Et vous voyez que ça peut être comme circulaire pour créer un processus de changement tout au long d'un processus de changement. Vous voyez bien qu'il y a des similitudes frappantes avec l'amélioration à la qualité. Je ne pense pas que je n'ai pas le temps, je vais juste vérifier maintenant, je pense que je dois terminer, mais moi, j'avais une expérience dans laquelle j'ai participé dans un projet de recherche-action. C'était ici dans lequel j'ai fait une série de projets de recherche-action qui avait comme but d'améliorer une collaboration infirmière-médecin dans une unité d'enseignement en médecine familiale dont je fais partie. Et moi, j'ai mis en place le processus de recherche-action. Et en le voyant maintenant en arrière, je vois que ça aurait été vraiment intéressant d'avoir incorporé certaines méthodes et éléments de l'amélioration de la qualité, tels que nous avons fait, par exemple, le process map, la cartographie du processus. Mais ça a été intéressant de faire une analyse de la cause racine ou d'avoir vraiment un monitorage tout au long. Moi, en chercheur, j'ai plutôt fait des processus d'une enquête pré-post, des focus groups, mais je dois dire que ces éléments de recherche ont aussi contribué de façon importante au processus. Et aussi que notre théorie, lorsqu'on a fait cette série de projets, la théorie qu'on avait identifiée comme sur laquelle on allait travailler était beaucoup bonifiée par la connaissance théorique que moi j'ai amenée au projet. Donc, j'ai vu qu'en voyant ça en arrière, je les vois maintenant avec une nouvelle perspective et je vois que ça aurait été fabuleux de le faire avec quelqu'un qui faisait l'amélioration de la qualité au même temps. Mais je voyais aussi que le côté recherche amenait beaucoup d'informations. Donc, excuse-moi, je vais juste sauter quelques diapositives très rapidement pour essayer d'arriver à mes questions à la toute fin. Je m'excuse. Pardon. Ce que j'avais appris, c'était que dans la recherche-action, c'est intéressant parce que le chercheur peut agir comme un agent externe au changement, mais sa présence aussi peut créer une momentum vers le changement et amener toujours le projet vers l'avant. Donc, le fait qu'on a un projet de recherche commence à avoir sa propre vie qui va aussi aider le changement. La recherche-action est beaucoup plus réactive et opportune dans le temps que la recherche traditionnelle que je faisais. Nous avons fait tout un projet sur 12 mois et toute l'application de connaissances était intrinsèque au processus et immédiat. Et puis, la recherche-action réussit à créer des changements culturels et organisationnels. Mais ce que j'avais aussi trouvé que la recherche-action, et je pense des fois peut-être avec l'amélioration de la qualité, je sais un peu moins, ils ne sont pas nécessairement compatibles avec les approches de gestion. Les gestionnaires vont agir plus rapidement à des variations. Ils ont une approche qu'ils aimeraient juste
arriver à des solutions pour essayer tout de suite et les mettre en place, tandis que l'approche amélioration de la qualité et recherche-action, c'est beaucoup plus à l'essai et très, très démocratique. Mais je pense que l'amélioration de la qualité peut améliorer la recherche-action et la recherche, et que la recherche-action peut améliorer l'amélioration à la qualité. Donc, le message, mon troisième message, c'est que la recherche-action est vraiment le pont entre la recherche de services de santé et l'amélioration à la qualité, et que c'est une approche qui est particulièrement applicable pour nos réseaux de recherche axés sur la pratique en première ligne. Le modeste en général, le budget en général, c'est modeste, donc c'est très, très faisable. Mais nous avons quand même besoin d'une certaine formation ou une communauté de pratique. Ce n'était pas quelque chose que j'avais appris dans mes études. En fait, c'était quelque chose qui était un peu dénigré dans mes études. Je sais que dans les sciences infirmières, c'est beaucoup plus valorisé. Donc, on peut aussi avoir une communauté de pratique des gens qui travaillent dans ces domaines. Moi, je pense qu'on doit aussi trouver des moyens par lesquels on peut avoir des publications. Il y a des publications sur les résultats. Avant, ça disait il y a des possibilités limitées de publications pour la recherche-action. C'est très, très difficile de la publier. Donc, juste en terminant, 2 diapos qui restent, mes réflexions personnelles, j'ai eu un grand respect pour le processus d'amélioration à la qualité. Et je trouve que c'est un beau complément à la recherche. Mais moi, je ne le ferai pas. Je ne vais pas changer de métier. Je reste avec mon métier de chercheur. Mais j'ai hâte vraiment de faire la recherche dans les cliniques qui ont cette capacité d'amélioration de qualité parce que je pense que c'est très, très riche. Et j'aimerais aussi qu'on valorise plus la recherche-action et qu'on ait plus de chercheurs imbriqués dans le système de santé qui sont capables de mener la recherche-action. En termes d'implication pour le réseau 1, je pense qu'on peut dire que la recherche-action et l'amélioration à la qualité sont des capacités fondamentales pour nos rappels, pour nos réseaux de recherche-action pratique de première ligne. Et ça peut être la base pour après faire des projets de recherche d'envergure et aussi d'avoir une première ligne apprenante qui est vraiment notre mission pour Réseau 1. Je pense qu'on devrait appuyer fortement tous les efforts de formation en amélioration à la qualité. Ce n'est pas nous qui doivent se préoccuper, mais on doit vraiment l'appuyer, autant pour les chercheurs comme pour, disons, les agents d'amélioration à la qualité qui vont être implantés dans les unités d'enseignement. Et par ce processus-là aussi, j'ai aussi appris à valoriser beaucoup le processus d'accompagnement des projets financés par le Réseau 1 qu'on avait mis en place parce que je trouve que notre but est de changer la pratique au bénéfice du patient, mais ça prend tout un apprentissage, toute une façon de faire qui ne fait pas partie de notre domaine comme chercheur et non plus le domaine comme clinicien. Donc, j'ai fini et j'ai hâte de recevoir vos commentaires, vos questions et aussi vos réflexions. Merci beaucoup. À toi, Mathieu. Bonjour, merci beaucoup, Ginny, pour cette belle présentation. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, parfait. Ça, je vois que j'ai une petite erreur avec mon écran, mais je suis sûr que ça va être réglé bientôt. Donc, merci pour cette présentation. C'est fort intéressant. Puis, j'apprécie aussi la modestie puis l'honnêteté que tu apportes avec toi lors de ta présentation. Je trouve que ça fait un vent de fraîcheur. Donc, on va ouvrir la période des questions. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions de 2 façons. Je pense que c'est Sabrina qui va nous aider à faciliter les questions par écrit parce que mon écran est figé, mais puis je ne peux pas non plus voir les personnes qui ont leurs mains levées, malheureusement. Donc, est-ce que tu vois des personnes qui ont leurs mains levées? Un instant. Non, je ne vois pas de main levée pour l'instant. Ah oui, 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 oui. Absolument. Il y en a. Oui, donc il y a Mélanie Anne. Je vous donne la parole, Madame Smithman. Vous pouvez poser votre question. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, très bien. Merci Jenny pour ta présentation, c'était super intéressant. La question que je me posais, c'est en faisant de la recherche dans un milieu qui fait aussi du quality improvement, c'est quoi les défis de mesurer l'effet, par exemple, d'un programme qui est en cours d'amélioration puis qui change au fil du temps, du point de vue un peu de la recherche? C'est une très bonne question, Mélanie-Anne. Et puis, peut-être que j'aurais dû ajouter ça parce que la préoccupation dans l'amélioration de qualité, c'est juste atteindre un but et le changement est accepté tout au long. Tandis que dans la recherche, on veut comme un peu figer l'intervention ou le changement qu'on veut tester pour faire un peu une mesure avant, après, de voir si ça change. Mais de plus en plus, je pense qu'il y a des méthodes de recherche qui acceptent le processus dynamique. Par exemple, même si notre intérêt, c'est de voir l'efficacité d'une intervention par rapport à des résultats pour le patient et les résultats santé, de plus en plus, on va faire une analyse ou une évaluation du processus de changement pour pouvoir capter le changement dynamique. Et puis, avec les analyses longitudinales, on peut mettre comme variable dépendante, time dependent variable, on peut mettre des variables qui vont aussi capter certains éléments de changement. Donc, de cette façon-là, avec les mesures répétées aussi, on est capable de dire, oui, on voit un effet dans le temps qui est lié au stade d'implantation de l'intervention. Mais effectivement, c'est juste une autre logique. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. Est-ce que j'ai bien capté ta question? Oui, oui. Merci beaucoup, Mélanie-Anne. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Je suis en train de regarder. Là, je suis de retour. Tout va bien. Donc, je ne vois pas d'autres questions des mains levées. Moi, j'avais une question, Ginny. Puis, tu sais, dans le fond, peut-être que je le lance, puis on n'a pas beaucoup de temps, mais des personnes qui sont cliniciens-chercheurs. Ça, on fait la distinction entre la recherche sur les services de santé et l'amélioration de la continue, comme s'il y avait comme deux communautés séparées qui faisaient ce travail-là. Mais les gens qui sont cliniciens-chercheurs, ils vivent au quotidien ces deux réalités-là. Donc, dans ta façon d'explorer les différences entre l'amélioration de la qualité et la recherche, as-tu parlé avec les cliniciens-chercheurs pour savoir c'était quoi leur perception des différences, puis c'était quoi leur réalité? Et en fait, les cliniciens-chercheurs, en général, ils sont quand même, leur formation, c'est quand même dans la recherche. Donc, je pense qu'ils sont capables d'être biculturels dans le sens qu'ils peuvent, dans le contexte de leur pratique, participer dans les activités d'amélioration à la qualité, mais dans leur pratique de recherche, j'ai vu très peu l'utilisation des méthodes d'amélioration à la qualité utilisées dans la recherche. Donc, je pense que peut-être que j'ai une lecture qui n'est pas complètement raisonnable de la communauté, mais d'après moi, la recherche et l'amélioration de la qualité sont quand même deux mondes un peu différents. Même si les gens vont participer dans les deux, lorsqu'ils mettent le chapeau recherche, ils vont être dans une autre logique. Okay. Moi, Mathieu, moi j'ai une question. J'aimerais juste, pour les personnes qui sont des experts en amélioration à la qualité, moi j'ai une question, je ne sais pas si la personne peut se auto-identifier, mais les personnes peuvent s'identifier, mais j'aimerais savoir, selon eux, comment on peut travailler plus ensemble? Je ne sais pas si je peux poser une question à l'audience. Bien, absolument. Donc, il nous reste à peu près 3-4 minutes. Donc, peut-être qu'une personne qui nous écoute actuellement pourrait juste lever leur main pour répondre à cette question-là de Ginny. Est-ce qu'on a? Oui. Donc, Jean-Luc Tremblay. Oh, attends, je pense qu'il va poser sa question. Un problème de microphone. Je vais donc utiliser cette boîte de dialogue. Votre webinaire est très intéressant. Je partage tout à fait votre avis. OK. Je pense qu'il est en train d'écrire. OK. Moi, je ne le vois pas, donc. Oui, oui, ça s'en vient, je pense. Je vais voir s'il y a d'autres mains levées.
Donc, je pense qu'il est en train de nous écrire. En attendant, Ginny, la réponse, je vais voir si Jean-Luc écrit un peu plus. Mais dans le fond, peut-être qu'on peut juste, Sabrina, sauter la prochaine diapo en attendant à pouvoir discuter ça un peu plus. Donc, juste pour vous dire, en attendant plus de dialogue avec Jean-Luc, que dire que le prochain webinaire aura lieu en septembre. Donc, on va prendre une petite pause pour l'été. Mais ce qui est vraiment important, c'est que la semaine prochaine, on va avoir notre journée scientifique pour le réseau 1. Donc, qui va avoir lieu à l'Université McGill. Le titre de la conférence est « Repousser les limites de la recherche 3.0 axée sur le patient ». Donc, il y a une date limite pour s'inscrire pour qu'on soit capable de tenir compte de ta présence pour les lunchs, des choses comme ça, le 12 juin. Sinon, vous pouvez s'inscrire sur place, je pense. Donc, informez-vous. Mais c'est très important que vous participez vraiment à notre journée scientifique où là, il y a comme vraiment une belle place pour dialogue, entre autres sur ce sujet-là. On va poursuivre nos conversations. Là, je pense que là, il y a la boîte de questions vient de compléter. Donc, Ginny, Jean-Luc dit « Pour notre collaboration, je crois que les guides et les bonnes pratiques produites par le milieu de la recherche sont des bases pour la qualité qui peut être attendue dans nos milieux cliniques, d'où un des apports essentiels des chercheurs dans l'amélioration de nos pratiques. » Donc, on parle des guides de biais de guides de pratique, nouvelles guides de pratique, des choses comme ça. Donc, là, il y a un lien à faire avec, entre les deux communautés. Super, merci beaucoup. J'ai hâte de poursuivre cette conversation. Oui. Donc, absolument, moi, je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger sur ces deux-là, puis essentiellement parler des ponts qui peuvent se faire. Le réseau 1, c'est une place, il y a comme une structure pour ça. Donc, c'est vraiment intéressant de penser à quel pont on peut faire entre ces deux communautés, puis donc, qui peut jouer le rôle de liaison, puis quand on travaille ensemble. Donc, merci encore, Ginny, ça a été vraiment fort intéressant. Merci, puis, Mathieu.